Bon, si vous avez attrapé le bras de votre voisin, vous pouvez l'enlever, normalement. Donc, cette nouvelle, le début aussi est absolument extraordinaire. Hein, et les débuts de nouvelles de Lovecraft sont souvent étonnants. Hein, je viens de tirer 6 balles dans la tête de mon meilleur ami et pourtant je ne suis pas un meurtrier. Ou le début de Dans l'abîme du temps, c'est après 22 ans de cauchemars et d'effroi, soutenu par la seule conviction que certaines de mes impressions sont purement imaginaires, je me résigne à raconter ce que j'ai connu dans la nuit du temps au temps en Australie. Il y a des débuts de textes qui sont incroyables. C'est des accroches. Et l'approche de La couleur tombée du ciel est splendide aussi, là, c'est à l'ouest d'Arkham, etc. Je voulais simplement, je ne vais pas m'accrocher au micro, mais revenir un petit peu sur ce que tu disais sur Lovecraft et la science. Parce que le problème en France, c'est que Lovecraft a été découvert par Jacques Bergier, hein, celui du Matin des magiciens, et qui en avait fait une sorte d'initié mystique. Alors Lovecraft, ça leur aurait fait hurler d'entendre ça. C'était quelqu'un qui croyait, qui était profondément rationaliste, qui ne croyait pas du tout à l'ésotérisme. Et lorsqu'il y a des sorcières, comme dans par exemple les rêves dans la maison de la sorcière, en fait, elles ont découvert par hasard des formules qui permettent d'accéder à la 4e dimension. En gros, c'est ça, c'est mathématique. Il n'y a pas d'ésotérisme, de mysticisme chez Lovecraft. Oui, on va y revenir, mais vas-y, oui, je pense. Peut-être juste, on peut discuter de ça. Ce qui est clair, c'est qu'il y a eu une interprétation effectivement erronée, tendancieuse dans les années 70 avec des gens qui ont fait de Lovecraft une sorte de maître ésotérique, etc., de l'occulte. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que Lovecraft a utilisé de manière sciemment, on va dire, le discours, on appelle un métadiscours ésotérique ou occultiste, en mélangeant des œuvres fictionnelles et des œuvres réelles. Et ça fait partie effectivement de son univers, ça permet de nourrir son imaginaire. Quand il cite John Dee par exemple, qui est un occultiste connu, enfin un ésotériste, et on sait très bien que des gens comme Aleister Crowley, on voit il y a une sorte d'influence à l'époque, parce que ça correspond aussi à une période où on s'intéresse à ces questions d'ésotérisme et d'occultisme, liées parfois aussi à la question des mondes perdus, de la découverte de l'Atlantide, etc. Et il y a des références Lovecraftiennes par exemple à ça, qui viennent d'ailleurs, qui viennent de Conan Doyle, qui viennent d'H.G. Wells. C'est aussi cette filiation littéraire dont Lovecraft parle très bien d'ailleurs dans son essai. Hein. Il n'y a pas que Poe, il y a Lord Dunsany, dont il a été question hier, qui était un grand fondateur là aussi de mythologie imaginaire, avec un système de dieux extrêmement complexe, etc. Et surtout un imaginaire de la ville qui est extraordinaire. On va juste terminer là-dessus. La question de la ville chez Lovecraft, c'est absolument fondamental, parce qu'il y a des villes, d'abord des villes réelles, entre guillemets, et puis il y a des villes totalement fantasmées, totalement onirisées, comme par exemple sa propre ville natale, qui devient Arkham, donc Providence qui devient Arkham. Autrement dit, donc il y a aussi un fantastique qui va être un fantastique, ou en tout cas une inquiétante étrangeté qu'on va retrouver dans la plus quotidienne des banlieues new-yorkaises, par exemple, dans l'horreur à Red Hook. Hein. Et puis je profite pour dire aussi que Lovecraft s'inscrit dans une modernité de son époque, par exemple quand il utilise le motif de l'inspecteur qui mène une enquête et qui va découvrir des secrets, etc. Donc il y a presque une filiation, on pourrait dire, à certains égards avec le roman Hard-Boiled, mais bien évidemment, ça n'en est pas. Voilà. Donc je pense que ce travail d'onirisation, entre guillemets, dont on a beaucoup parlé, hein, c'est pas une nouveauté, sur la ville est absolument fondamental. Et ça vient tout droit de Dunsany, en ce qui concerne donc, le merveilleux, de la vie qu'on trouve dans le cycle de Kadat, par exemple. Mais Lovecraft ajoute une touche, on va dire, de banalité quotidienne, qui le transforme et qui le creuse. Et on parlait de regarder le ciel dans La couleur tombée du ciel, mais on pourrait aussi parler de l'imaginaire des profondeurs chez Lovecraft. C'est toujours un imaginaire archéologique qui nous fait descendre à la fois dans les profondeurs spatiales, mais aussi les profondeurs temporelles. Bertrand, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, enfin, du coup, on passe assez vite dans ce sujet-là. Je reviens juste sur l'image de l'initié primitiviste, tout ça. Il y a un truc assez marrant en France par rapport à ça, c'est Cocteau. Quand il a découvert Lovecraft, il a découvert en français. Et c'est là qu'il a commencé à émettre l'idée que Lovecraft gagnait à être lu en français, ce qui est vraiment pas garanti. Mais ce que je trouve assez fascinant dans cette citation, en fait, c'est qu'il parle de, ça peut être La couleur tombée du ciel, je crois, et il le met exactement au même niveau que deux autres lectures qu'il avait eues en même temps, qui était un truc de Denis Sora sur les géants à l'Atlantide, et un autre truc sur les soucoupes volantes. Donc il y avait, voilà, c'était vraiment une époque où finalement on pouvait tout mettre sur le même niveau, et de manière assez hallucinante quand on pense à ce qu'était véritablement Lovecraft au-delà et quelles étaient ses intentions, parce qu'effectivement l'initié c'était pas du tout le cas. Il avait tout ce fond ésotérique, la théosophie, machin, c'était des outils littéraires. Mais voilà, je pense qu'on est revenu vachement
sur l'image de l'auteur, et maintenant, voilà, c'est le rationaliste, le matérialiste, spéciste, etc. Vous avez compris, en 10 minutes, là, on a parlé de la puissance d'évocation, des profondeurs, l'indicible avec la folie, et tout ce qu'on a redécouvert sur Lovecraft. Simplement, qu'est-ce qui fait encore aujourd'hui que c'est lisible et fascinant? C'est cette puissance d'évocation, principalement, c'est le panthéon, c'est toute la mythologie autour des textes. Le panthéon, je sais pas. Klein, qui n'aime pas du tout Lovecraft, dit les monstres de Lovecraft ont le ventre du père Ubu. Je suis pas 100% d'accord avec ça, parce qu'on les voit pas forcément, les monstres. Une des forces chez Lovecraft, c'est que justement, bon, il peut les décrire de façon extrêmement précise. Dans la ligne du temps, là, je ne me rappelle jamais leur nom, mais ceux qui sont en forme de cône, ils sont décrits jusqu'au moindre tentacule, à la moindre pince, etc., avec les poils qu'il y a dessus. Mais lorsqu'il y a l'horreur indicible, et le mot est un mot important chez Lovecraft, qu'on ne peut pas dire, il y a cette espèce de pariage. Si j'en dis, c'est comme dans Alien. Alien, il ne faut pas qu'on le voit trop. Si on le voit trop, il fait plus peur. Et chez Lovecraft, les monstres qui, à la limite, sont les plus effrayants, sont ceux qu'on devine juste derrière la réalité qu'on ne voit pas. Et ça, je pense que c'est une force et c'est une modernité. Aussi, ce côté, on ne monte pas trop, on joue avec ça. Oui, je vais ajouter une chose sur ce sujet-là. Au-delà de la question des monstres, Lovecraft aime raconter ses histoires en les construisant un peu comme des cercles concentriques. C'est-à-dire que ce que tu disais tout à l'heure sur les amorces, les accroches de certaines nouvelles, c'est vrai, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il aime commencer une histoire en nous en évoquant la fin, et puis on s'arrête, on revient en arrière, on part sur complètement autre chose, et il faut énormément de temps avant que la véritable histoire qui nous a été promise démarre. Dans certains textes, c'est même explicitement visible dans la construction. Donc dans son court roman L'affaire Charles Dexter Ward, on a un roman qui est divisé en 5 parties de longueur très inégale. La première est un court prologue, la dernière est une courte conclusion. La première partie s'intitule Résultats et prologue. C'est-à-dire qu'au début du roman, il fait semblant de nous dire comment ça se termine. La deuxième partie s'appelle Antécédents et abominations. Antécédents, c'est-à-dire que d'un seul coup, la promesse n'est pas tenue. Au lieu de commencer à raconter son histoire, il revient 2 ou 3 siècles en arrière et il nous en raconte une autre. Pas celle qui a été promise dans le prologue. Et ce n'est qu'à la troisième partie que le cœur du récit démarre. Et ça se termine par une cinquième partie qui est une conclusion qui une sorte de dernier cercle qui reprend le tout depuis le début. Et il y a plusieurs récits qui sont construits de cette manière-là. Et ça, c'est très intéressant et assez fascinant parce que ça donne des lectures qui sont quelquefois assez frustrantes. Il y a des moments où il faut s'accrocher parce qu'on se dit mais quand est-ce que ça commence? Et dans certains cas, ça ne commence presque jamais. Il y a une nouvelle dont je voudrais dire un mot qui est assez peu connu, qui s'appelle Le Tertre. Ça fait partie des textes de Lovecraft qui sont en quelque sorte maudits parce que Lovecraft a gagné sa vie à l'époque où il a réussi à la gagner un petit peu en écrivant des textes pour d'autres auteurs. Dans certains cas, c'était des auteurs qui fournissaient des textes terminés que Lovecraft polissait un petit peu, et dans d'autres cas, des auteurs le payaient pour écrire des histoires quasiment de A à Z à partir d'une idée très simple. Alors Le Tertre, l'auteur officiel de ce texte s'appelle Zelia Bishop, et elle fournit à Lovecraft une trame qui tient en 3 lignes. C'est l'histoire d'un fantôme qui erre au sommet d'un tertre. C'est un fantôme indien, voilà. Et elle lui dit, ça serait bien d'écrire une histoire à partir de là. Et Lovecraft écrit un truc qui est quasiment un roman, et dans lequel ce schéma du fantôme ou du tertre, ça n'est que le prétexte. Le narrateur est un personnage qui enquête, là on retrouve ce que disait Gilles à l'instant. Il se rend sur ce tertre parce qu'il a entendu parler de cette histoire de fantôme et il voudrait savoir de quoi il retourne. Il voit le fantôme, en quelques pages, tout est dit. Et puis il décide de creuser au propre et au figuré. Il fouille le tertre. Et là, dans le sol, il trouve une sorte de cylindre qui contient un manuscrit. Et l'essentiel de la nouvelle, en fait, c'est ce manuscrit. C'est-à-dire que le personnage qui nous a été donné comme le narrateur, le personnage principal, disparaît et laisse place à quelqu'un d'autre qui raconte une autre histoire. Et là, on se lance dans un truc complètement hallucinant qui n'a plus aucun rapport avec le point de départ du fantôme qui erre sur ce tertre. On découvre un monde souterrain entier, des villes entières sous terre, une civilisation dont
que Lovecraft nous décrit avec certains détails. Il nous parle des fonctionnaires qui travaillent, tout un tas de choses. Il nous décrit la religion de ces gens. Et là, le récit est tenu par un conquistador espagnol qui a découvert une entrée et qui se trouve prisonnier de ce monde souterrain et qui rédige par écrit tout ce qui lui arrive et qui donc lègue ce manuscrit que le narrateur découvre. Et puis une fois que la lecture du manuscrit est terminée, l'histoire n'est pas finie, on revient au narrateur qui reprend la main. Et cette manière de raconter des histoires avec des enchâssements, des coupes, des chemins de traverse, ça fait partie des choses que moi j'aime chez Lovecraft, qui peuvent parfois perdre l'entraînement de lecteur et qui fonctionnent très bien. Et voilà, quand il parle des monstres, il fait la même chose. Soit il les décrit absolument pas parce qu'ils sont invisibles, soit il nous perd encore en les décrivant très longuement. En 1 page, 2 pages, 3 pages, il fait des espèces de pastifs de descriptions encyclopédiques en nous décrivant l'anatomie du monstre dans ses moindres détails. Et là, on est complètement perdu parce qu'on ne peut rien visualiser du tout. Il faudrait prendre un crayon et faire le dessin.